Voilà, un petit intermède. Euh, oui, j'en étais où? J'étais parti sur le modèle familial comme matrice, si vous voulez, du système entrepreneurial et finalement du capitalisme. L'observe dans des familles patriciennes, qu'on l'observe dans la noblesse, qu'on l'observe. euh, alors, c'est pas le seul modèle euh, entrepreneurial. Hein. Par exemple, bien, vous allez retrouver ça, les monastères, c'est un autre modèle. Hein, chez les cisterciens, on a un modèle de mise en coopération, de mise en commun. Hein, donc, ce serait plutôt là, cette fois-ci, un modèle plus communiste, entre guillemets, de mise en commun des moyens de production et du capital. Le capital restant au sein de la communauté. Euh, et grosso modo, si vous voulez, le marxisme, c'est toujours, puisqu'il s'est attaqué au capital, c'est toujours arrangé, enfin, c'est toujours accommodé d'une lutte contre la cellule familiale. Et si vous n'en êtes pas convaincu, il suffit de voir par exemple la présence dans les mouvements marxistes au départ et même pendant toute l'histoire du marxisme et du marxisme-léninisme, la présence des mouvements féministes. La présence, par exemple, des mouvements dits émancipateurs. Le fait, par exemple, maintenant dans nos sociétés actuelles, le, la préoccupation des gens dits progressistes de s'attaquer, de, comment dire, de lutter pour revendiquer des droits pour, par exemple, les couples homosexuels. Je dis ça, je ne porte pas de jugement de valeur. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire ah les mauvais rouges, etc. Pas du tout. C'est un fait que je constate, c'est que c'est plutôt le camp progressiste qui va s'attaquer, enfin qui va justement défendre les droits des couples homosexuels, le mariage, le droit d'adoption, et c'est pas rien, parce que l'adoption, ça veut dire que c'est l'héritage aussi. Hein. Vous savez qu'un enfant adoptif a exactement les mêmes droits sur l'héritage qu'un enfant biologique. Vous avez aussi, c'est surtout important pour le conjoint restant. Une fois que l'autre personne meurt, bah, c'est vite au conjoint restant de se retrouver sans rien, quoi, démuni. Ce qui est très important aussi. Donc, et vous avez en face de ça un clan dit conservateur, je prends les pincettes d'usage, hein, bien sûr, qui va s'opposer à ça et qui va lui proposer plutôt une préservation du modèle familial, puisque ce modèle familial est en quelque sorte justement la moelle substantielle du système entrepreneurial et du capital en lui-même. Donc c'est un peu normal qu'on ait cette opposition. Euh, donc on va retrouver dans la droite dite classique, traditionnelle, plutôt des gens qui vont être par exemple contre le mariage pour tous, etc. etc. Encore une fois, je suis en train de... Je ne donne pas de jugement de valeur sur ces choses-là. Mais ce que je peux constater, c'est qu'il y a justement, euh, comme disait Moore, un glissement vers le sociétal dans les préoccupations politiques, et à tort, je pense, un abandon du régalien. Et je vais vous prouver pourquoi c'est ça, c'est ce en quoi je suis en désaccord avec Éric Zemmour là-dessus. C'est que Éric Zemmour, par exemple, dit voilà, effectivement, on aurait une espèce de féminisation de la vie politique et de la vie publique, avec de plus en plus de préoccupations vers du sociétal. Or, je suis en train d'expliquer quoi? Je suis en train d'expliquer que la famille, c'est, à mon avis, essentiellement aussi, c'est sociétal, mais c'est aussi de l'économique. Parce que les interactions dans une famille vont au-delà de l'économie, bien entendu, heureusement d'ailleurs, mais
procède d'échanges économiques aussi. Les grands-parents vont subvenir aux enfants, aux petits-enfants, par exemple en aidant à financer les études. Les enfants sont des consommateurs en puissance. Les parents aident leurs propres parents dans cas de difficulté, etc., etc. On a tout un ensemble d'interactions qui se laissent traduire, bien sûr, des droits d'héritage, etc., qui se traduisent en termes économiques. Et justement, on parlait de l'entreprise, le modèle familial comme une espèce de matrice du système entrepreneurial. Eh bien, on peut clairement voir qu'à travers justement des relations, des interactions intrafamiliales ou interfamiliales, mais d'abord intrafamiliales, qu'on reconnaît des échanges à caractère économique. Si bien que si on s'attaque à du sociétal, comme justement le droit du mariage, le droit d'adoption, donc d'héritage, etc., on s'attaque aussi à des questions économiques. Donc c'est pas du tout à reléguer au second plan, à mon avis, mais ce sont des questions qui sont justement qui impliquent d'autres dimensions, dont la dimension économique, qui ne sont pas négligeables. Donc ça, c'est un aspect de la chose. Le deuxième aspect de la chose qui, à mon avis, rend le discours d'Éric Zemmour difficile à entendre, justement, c'est parce que, selon lui, par exemple, la question essentielle d'Éric Zemmour, sa préoccupation, c'est l'immigration. Et là, dans l'immigration, pour le coup, justement, il y a une confusion, une collusion qui est faite entre l'immigration et, selon Éric Zemmour, cette immigration, donc notamment en contexte musulman. Vous voyez, je m'attaque à des sujets qui sont très très épineux, mais justement, donc cette immigration, cette communauté musulmane en France poserait, selon Éric Zemmour, des problèmes, puisque voilà, il va tout de suite voir un refus des lois républicaines, puisque pour lui, ça fait un bloc indifférencié l'islam en France. Et donc une espèce d'inadéquation par rapport aux lois républicaines. Et derrière cela, comment dire, du régalien, il y a du régalien, une préoccupation régalienne qui vient, c'est-à-dire, ah oui, si par exemple, ces personnes refusent les lois de la République et que en même temps, bon, voilà, il y a des associations qui sont faites, des connotations qui sont faites. Alors, ça donne à des trafics parallèles, des économies parallèles, etc. On la connaît cette phrase avec l'histoire des trafiquants, etc. La plupart des trafiquants. Et donc là, on voit bien que à ce moment-là, la pensée d'Éric Zemmour, enfin, je traduis la pensée d'Éric Zemmour, enfin il en a beaucoup largement parlé sur les plateaux, donc c'est pas un secret. Il y a effectivement une préoccupation chez Éric Zemmour pour associer, on peut dire, euh, la question de l'immigration à une question régalienne, c'est-à-dire respect des lois, et donc justement ou non respect des lois, et donc voilà, prédisposition à prendre à l'égard du non-respect des lois et la laïcité, etc. Eh bien, on voit bien que là, justement, on parle de questions régaliennes et qu'on est dans le sociétal en même temps. Je veux dire, il n'y a rien de plus sociétal que des rapports entre communautés, que des rapports de citoyen à citoyen. Il n'y a rien de plus sociétal comme question, vous voyez. Donc, Zemmour fait un distinguo qui, à mon avis, ne tient que selon l'angle sous lequel on aborde les choses. On peut très bien dire que, par exemple, le familial, c'est pas si sociétal que ça, même si ça l'est, bien entendu, ça l'est en priorité, mais il y a aussi une dimension économique. Et que, par exemple, l'immigration, ce n'est pas que régalien, mais c'est aussi sociétal. Et
pour en finir avec Éric Zemmour, le problème, c'est que vous comprenez exactement le dilemme, et d'ailleurs beaucoup de personnes le comprennent intuitivement, c'est que en associant comme ça d'un bloc la communauté musulmane française à une espèce de refus d'un bloc des lois de la République, où, disons, euh, il paraîtrait qu'il y aurait 25 jusqu'à 25% de personnes dans la communauté musulmane qui, disons, préféreraient euh, la charia, la loi musulmane, à la loi de la République. Laissons ça comme ça. Eh bien, on voit bien que Éric Zemmour utilise, entre autres, cet argument pour démontrer qu'il y a un problème en particulier avec la question du communautarisme euh, à contexte musulman. Sauf que, euh, et c'est là où toute la difficulté est, c'est que si vous êtes musulman et que vous entendez une phrase comme celle-là, ça vous fait bondir forcément. C'est pas étonnant que beaucoup de personnes, justement de confession musulmane, en entendant un Éric Zemmour, juste, en viennent exactement à cette conclusion, bah, c'est de l'islamophobie et il, justement, est en train de polariser de façon extrême, évidemment. Euh, et c'est là où ce serait intéressant, ça serait d'aborder un débat sociétal sur la question, par exemple, de l'islam en France. Il ne s'agit pas de le renier. Le problème, c'est que Éric Zemmour, par exemple, ben, il ne propose pas de solution. Il ne peut pas en proposer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est passéiste. Il dit toujours ah, c'était mieux avant. Parce que de toute façon, il ne peut qu'être actuellement pessimiste, ne peut être déprimé par la situation, puisque ça va, selon lui, pas aller en s'arrangeant, vous voyez. Et il n'y a pas de façon de s'arranger. Sauf que, justement, si on en reste à cet affrontement de surface musulman contre non-musulman, loi de la République contre, on n'arrivera justement jamais à avancer sur la question. Or, ce qui est intéressant, ça serait d'aborder la question de la sociétale sur l'aspect, enfin sur l'islam en France, sa position, sa place et euh, justement sa place possible, éventuelle, dans le contexte d'un cadre républicain, d'un cadre français avec les lois démocratiques telles que l'on les connaît. Et pourquoi? Parce que la France n'est pas un pays euh, issu comme ça d'un chapeau, c'est un pays qui a une histoire longue et qui d'ailleurs s'est construit entre autres sur des guerres de religion. On s'est étripé en Europe sur des guerres de religion, sur des confessions, et où fort de cette expérience, on en a justement euh, su euh, tirer des leçons pour faire en sorte, par exemple, avec la loi de 1905 sur la laïcité, faire en sorte que les communautés religieuses puissent se côtoyer sans s'écharper. Et il s'agirait, à mon avis, d'intégrer la question de la communauté musulmane en France dans ce débat autour de la laïcité. Chacun voyant midi à sa porte, bien entendu. Mais vous ne pouvez pas dire à, je ne sais pas combien il y a de musulmans en France, mais enfin, même si vous intégrez ce débat dans chaque mairie, par exemple, dans chaque commune, bah, vous avez un maire qui dit, moi par exemple, j'ai 20% de ma population qui est musulmane, ou 10%, ou 30%, enfin prenons un chiffre au hasard, mais il ne peut pas négliger ces 20 ou ces 30 ou 10%. Il ne peut pas faire en sorte qu'il n'existait pas. Vous voyez, ne serait-ce que pour prendre des décisions par rapport à la cantine. Et là, ça a un impact tout à fait pragmatique. Vous ne pouvez pas dire, bon ben voilà, on va continuer à faire un menu sans alternative, jambon ou vous prenez des pâtes, quoi. Donc, forcément, on est obligé de prendre en compte cette dimension. Moi, si on a 20% de musulmans, par exemple, dans une commune, ça veut dire qu'à la cantine, on va prévoir au minimum une alternative pour le repas.
Et ça a une dimension économique aussi. Donc c'est du régalien, c'est du sociétal, c'est de l'économique. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et ce sont des discussions, des débats qu'on a à amorcer entre qu'on a amorcé entre citoyens, entre tous les citoyens, ceux qui sont musulmans, ceux qui ne le sont pas, ceux qui préféreraient, je ne sais pas moi, euh, la, un retour de la chrétienté en Europe. Enfin, voilà, ça semble mal parti, mais ou d'autres tendances. Et je pense que c'est ça qu'il faut privilégier, sachant que, bien entendu, ça pose un problème par rapport enfin, ça pose un problème, ça peut poser un problème par rapport à ce que, ce que l'on conçoit des règles de la République. Mais elles sont là. Et il convient de partir de ce qu'on a et de montrer aussi quels sont les avantages d'avoir la loi sur la laïcité. Bien entendu, c'est un avantage que de dire que la religion, c'est une affaire de sphère privée et que ça, et que dans cet espace de liberté, les gens, dans leur sphère privée, sont libres justement d'avoir la confession qu'ils veulent. Et ça, c'est une garantie, quoi. Donc, bien entendu, ça ne règle pas toutes les questions, hein. Je suis pas non plus tombé dans l'angélisme, mais voilà, il faut peut-être dépassionner les débats, justement. Et bon, euh, si on dit Éric Zemmour, faut le bâillonner, etc., moi je suis pas d'accord, parce que je pense que c'est très très important que, au moins lui, s'il est là et qu'il exprime ses opinions, il y a une partie de l'opinion aussi qui est assez favorable à Éric Zemmour, et il dit pas toujours que des conneries, hein, il y a des arguments quand il part sur d'autres sujets euh, plus économiques ou ou différents sujets, où il aborde un angle différent, où il a moins cette obsession par rapport à la communauté musulmane en France. Il y a des choses qui sont assez pertinentes aussi. Enfin, voilà, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, et justement, en raison de ce respect de la pluralité, il me semble très important que des gens comme Éric Zemmour puissent avoir la parole sur l'espace public. Et non seulement Éric Zemmour, mais d'autres intervenants, bien entendu, bien entendu. Euh, je serais très heureux d'avoir sur le débat public, sur l'espace public, euh, des intervenants tels que Michel Onfray, tels que, voilà, de gauche à droite, en balayant dans tous les angles, Bernard Friot, Étienne Chouard, qu'on a, oh, vraiment, alors là, qu'on a taxé d'antisémitisme, ça c'est vraiment ridicule. Enfin, quand on voit le personnage d'Étienne Chouard, faut avoir raison gardée. Enfin, de penser de lui qu'il puisse être un antisémite, c'est déjà vraiment. C'est stalinien, quoi, quasiment. C'est faire des procès d'intention à un type qui est gentil comme, euh, comme pas deux, quoi. Enfin, qui ferait pas de mal à une mouche. Enfin, ça se voit sur son visage. C'est pas un méchant, Étienne Schwartz. Enfin, voilà, enfin, voilà, franchement, je crois que c'est là où la police de la pensée intervient et qui, moi, me fait, ça me fait, ça m'inquiète. C'est pourquoi un type qui, voilà, préconise des réflexions, qu'il ait raison, qu'il ait tort sur ces sujets-là. Après, on peut en discuter sur ces réflexions sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais voilà, Étienne Chouard, l'entaché d'antisémitisme, enfin ça c'est vraiment ces petits joueurs, quoi. Voilà, il y a des choses comme ça. Moi, voilà, j'aimerais avoir toutes les opinions à partir du moment où elles sont respectueuses et qu'elles ne sont pas, justement, qu'elles ne s'attaquent pas à la dignité humaine, qu'elles ne sont pas insultantes, qu'elles ne sont pas, je veux dire, à partir du moment où ces gens-là sont respectueux, enfin, je veux dire, il y a des tas d'intervenants qui sont très très intéressants
de l'extrême droite à l'extrême gauche, je dirais presque, voilà, on a des gens comme Pierre-Yves Rougeron qui vraiment un type très bien avec le cercle Aristote, Michel Drac qui est plutôt à droite, mais qui a des analyses très très fines sur la littérature. Vous avez Charles Gave qui est un personnage libéral, mais qui, voilà, et qui est derrière ses couleurs de libéral et qui défend le libéralisme, mais qui est très intelligent aussi, qui a un discours très intelligent. Et puis vous avez Olivier de Lamarche qui intervient sur Russia Today, qui fait des analyses économiques et pas seulement, et qui sont, à mon avis, très, très intéressantes. Vous avez, j'en parlais d'Étienne Chouard, parlais d'Onfray, donc là plutôt à gauche. Je parlais de Bernard Friot, plutôt à gauche. Et puis Frédéric Lordon, économiste atterré, enfin, en plus que j'adore entendre parler parce que vraiment, voilà, une intelligence dans le discours. Et j'en passe, et des meilleurs. Excusez-moi de ne pas, pas citer tout le monde, bien entendu, mais entre autres, ce sont les noms qui me viennent à l'esprit pour dire que finalement, on a une grande, grande, grande diversité et on a dans notre intelligentsia française et qu'on a des gens qui sont des intervenants de qualité. Jacques Sapir, par exemple, aussi, qui est un économiste très intéressant et encore, voilà, et puis des philosophes et des penseurs de toutes sortes, de toutes catégories. Je crois que c'est ça qu'il faut euh, dans notre société. Si je fais référence par exemple à Jean-Dominique Michel par rapport à cette histoire de l'intelligence qui vient par les mains et de ces différentes formes d'intelligence, je crois que ce dont nous avons besoin dans une société, c'est justement d'amener le plus possible des voix, mais même dissonantes, bien entendu, surtout si elles sont dissonantes, et d'amener le plus possible ces gens-là à prendre la parole et à leur donner un espace de parole euh, pour respecter non seulement la diversité, mais cette diversité fait jaillir de l'intelligence. Ça, j'en suis persuadé. Euh, les spécialistes, les technocrates à la machin chouette, ça va, on en a assez eu, et on sait on voit maintenant où ça nous a mené. Je ne sais pas si vous avez compris que si la crise du Covid a été aussi mal gérée en France, notamment c'est à cause de ce monde technocratisé à mort, avec des gens qui prennent des décisions dans des bureaux selon des tableurs Excel. Et ça, c'en est une preuve. C'est une preuve de notre incompétence. On laisse tellement d'intelligence. Alors, voilà, du médecin, de l'infirmier, de celui qui. Et tous les invisibles. Voilà, justement, ces migrants qui ont, par exemple, pour beaucoup d'entre eux, ramassé les poubelles à Paris pendant qu'on était réfugiés chez nous et qu'on ne nous disait de pas bouger, eh ben voilà, ce sont des personnes utiles à la société. Et moi, quand je vois que ces gens-là prennent la parole et qu'ils ont la possibilité, l'opportunité d'avoir un espace public, je me réjouis. Et je ne me réjouis pas, au contraire, de constater on tente de les étouffer. On tente de ne pas les faire parler. Voyez. Euh, Voltaire, hein, donc, même si c'est probablement pas lui qui a fait cette citation, mais je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout pour que vous puissiez euh, dire vos arguments. Et ça, voilà, voilà, ça vaut pour Zemmour, ça vaut pour Étienne Chouard, ça vaut pour voilà. À partir du moment où les gens, bien entendu, sont respectueux, ne sont pas insultants, on n'incite pas à la violence, à la haine, on est d'accord. Mais ça, bon, ça tombe sous le coup de la loi. Donc, mais vous voyez, c'est ça, moi, qui me manque beaucoup en France actuellement. Je me rappelle des débats. Alors, un autre qui a formé ma jeunesse, c'était de Michel Pollack, les droits de réponse. Des émissions qui parfois partaient sévèrement euh, en, en dérapage, mais voilà, la liberté de ton, la liberté d'expression était très,
était quelque chose de sacré, quoi, finalement. Et ça, moi, ça me semble très important. C'est pour ça que je pense qu'il faut tout faire en ce qui est en nos pouvoirs pour préserver cette liberté d'expression, cette liberté de ton, à partir du moment où on reste dans un registre respectueux et euh, voilà, qu'on reste, mais qu'on ait la possibilité de dire tout et son contraire. Oui, bien sûr, ça me semble nécessaire. Et voilà, j'ai profité de cet événement à Paris, disons, de cette manifestation des migrants, pour premièrement saluer ce jour, pour saluer ce mouvement, et deuxièmement, et leur courage, et deuxièmement, pour nous inciter, nous tous, à nous préoccuper du respect de la liberté d'expression, et justement à nous soucier de cet accès à la parole pour tous. Voilà. Ben, ça fera déjà une belle contribution, et c'est pour ça que je vous dis à bientôt et bonjour chez vous.